Merci beaucoup de ce chaleureux accueil. J'entends le mot fête, festif, festival depuis tout à l'heure. Je vous trouve bien courageux. Pour la première fois cette année, le 1er janvier, même de la manière la plus fatigue, même de la façon la plus convenue. En ce 1er janvier, même de la manière la plus fatigue, même de la manière la plus convenue, pour la première fois, je n'arrivais pas à dire aux autres « bonne année ». 100 ans, ça ne passait pas. On pouvait tous appréhender les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons. Et aujourd'hui, cette rencontre peut être l'occasion de s'arrêter sur des concepts, sur des notions, et de se demander ce dont ils sont le nom. La décroissance est le nom de quoi? Du point de vue d'un autre terme, la biorégion, qui était le nom de quoi? De quoi on parle spécifiquement? La décroissance, admettons-le, le plus grand nombre n'en veut pas. Le plus grand nombre ne tient pas à se restreindre volontairement, sciemment, en se disant non, je n'irai pas au Walmart, non, je ne renouvellerai pas ma voiture, même si elle serait l'autre électrique. Non, je vais me réfréner, je vais diviser par 10 ce qui nous appartient. Il n'y aura plus qu'une tondeuse pour 10 maisons, ainsi de suite. Et on ne la veut pas, on ne la désire pas, et puis encore, on la craint. La décroissance apparaît comme étant l'écho du gargouillement. La peau qui devient grise, la lèvre inférieure qui tremble, le regard qui devient torve. La décroissance, c'est le déclin, c'est la privation. C'est pire que tout. Parce que nous sommes drogués à un mode de vie qu'on s'est présenté à nous-mêmes comme étant un dû, à gauche comme à droite d'ailleurs, pour des raisons différentes. Et donc, cette décroissance, parce que nous ne la voulons pas, nous l'aurons exactement comme nous l'appréhendons. C'est-à-dire qu'elle surviendra de force et non de gré, subitement et non d'une manière concertée, dans la panique et le désarroi plutôt que dans la concertation et l'intelligence. Ce sera le moment d'un impératif. Elle s'imposera. Le cercle est vicieux. Pour l'approche biorégionale, la décroissance nomme le déclic. Cette décroissance-là impérative, pas celle qu'on appelle de nos voeux, pas celle pour laquelle on milite, pas celle qu'on entrevoit sur la base d'un programme, d'une réflexion, mais celle qui va s'imposer comme une limite, ce dont nous n'avons pas conscience, ce dont nous ne voulons pas la conscience. Ce sera le moment déclencheur de ce qui peut s'appeler et qui s'appellera, espérons-le, la biorégion. Au fond, je dirais que la décroissance sur ce modèle est la condition de possibilité de la biorégion. Dans le contexte sociologique qui est le nôtre, où l'aliénation marchande domine tout. Je ne sais pas si ça vous a déjà étonné, il y a une discipline qu'on n'arrive pas à traduire, parce que si on le faisait, le terme même nous scandaliserait. C'est celui de marketing. Et le marketing, si vous écoutez le terme, c'est une notion qui signifie rendre marchandise. C'est ça, c'est market. Et donc, on est dans un ordre où tout est valorisé en autant que cela devienne une marchandise. Et sur un mode masse médiatique formidable. La biorégion apparaît à partir du moment où la décroissance est forcée. Elle est précisément celle qui n'est pas désirable parce qu'on la voit comme sous une forme de souffrance dans sa chair, plus douloureuse qu'un mal de dents. Faite effectivement de privation, précisément parce qu'on ne l'aura pas anticipé. Bon. Et ce qui m'importe ici de faire,
dans une sorte d'approche qui sera résolument lucide, mais joyeuse néanmoins, c'est de mettre en perspective la décroissance et la biorégion dans le contexte qui est le nôtre. Et je trouve plus important de mettre en perspective ces notions-là que de les définir de but en blanc. Si on prend la notion de biorégion, là je vous tiens en haleine, là, je veux que vous restiez jusqu'à la fin. Si je ne définis pas la biorégion de but en blanc, c'est parce que si on le fait comme tel, sans préparation, sans introduction, elle nous semble utopique. Elle nous semble un doux rêve. Elle nous semble un vœu pieux même. Hein? Elle nous semble au fond un item dans ce que j'appelle la carte du restaurant électoral où on se demande qu'est-ce qu'on va manger pendant 4 ans. C'est pas ça. Il ne s'agit pas d'une option ou d'un choix ou d'un projet. Il s'agit d'une réponse à un impératif. Et cet impératif-là a pour nom la décroissance. Parce que la décroissance, parce qu'on ne la veut pas, on l'aura voulu. On se la prendra au visage. Elle forcera son accès dans l'histoire et elle s'imposera à nous comme un mal, comme une souffrance, comme une douleur et comme aussi une surprise. Et à partir de ce moment-là, il faudra aussi la penser. Et il faudra peut-être surtout la penser du moment qu'elle sera impérative et non pas simplement projetée ou utopique. Bon, et la biorégion sera la réponse à donner à ce moment de la décroissance. Bon. Mais situons-nous dans le contexte historique qui est le nôtre. Historique, le mot est déjà faible. C'est comme si on nous annonçait une sortie de l'histoire. Hein, l'histoire est hors des gonds, pour parler comme Shakespeare. On nous annonce, et ils s'annoncent, c'est pas simplement des fous, des gens, des bizarres, des originaux. S'annonce à nous un avenir qui est hors des gonds de l'histoire, qui est inouï. Hein, c'est un monde dans lequel des épisodes graves et durables, bien plus durables que tout développement, bon, risquent de survenir rapidement et subitement en n'engageant plus la décision humaine. Les bouleversements climatiques ne sont pas seulement synonymes de crises, de catastrophes graves et multiples, comme l'érosion des côtes, les inondations, la montée des crues, les canicules meurtrières, les sécheresses, les ouragans, les tornades, les incendies de forêt, bon, tout ce qu'on entrevoit quand on est minimalement informé. Mais c'est un phénomène qui lui-même est autonome et exponentiel. C'est-à-dire que, et je ne dirais pas là, l'activité humaine, ne soyons pas sociologiquement myopes, l'activité industrielle, impulsée notamment par l'Occident moderne et orgueilleux, a détraqué le système Terre. Hein, c'est une sorte de vandalisme, si on veut, fondamental, qui ne suppose pas que le vandale soit capable de restaurer, comme on le dit avec beaucoup de fétichisme, les sites dévastés et le contexte dévasté. On a détraqué le système Terre, de telle sorte que désormais il se réchauffe par lui-même. Quand bien même nous irions dans des sous-sols en prêtant serment d'avoir l'empreinte écologique la plus minimale, disons-nous que pendant 4 ans, on s'enferme dans un sous-sol et on ne mange que de la luzerne. Bon, même là, ça continuerait, parce que le système Terre s'est détraqué par lui-même. Hein, les surfaces d'albédo se réduisent, les étendues océaniques se chargent de la chaleur des rayons solaires, sont de plus en plus nombreux, ils accentuent le phénomène par lui-même, hein, au point où les canicules sont de plus en plus nombreuses, hein, ce qui réduit l'espace forestier. On perd une Autriche par année en forêt, jusqu'à ce que le pergélisol se fissure, libère du méthane, qui est un gaz à effet de serre naturellement contenu, hein, infiniment plus redoutable que le fameux CO2. C'est parti. Et là, il n'y a plus de décision humaine. C'est pas comme les pacifistes à l'époque, terrible,
de Hitler ou de Trump, qui espérait que quelqu'un quelque part résonne et est dessus. Non, c'est une époque où la décision humaine n'opère plus tout à fait. Bien sûr qu'il faut militer, bien sûr qu'il faut agir tout de suite, bien sûr qu'il faut faire tout ce qu'on peut et mettre les chances de son côté, mais quand même, c'est déjà parti. La machine tragique s'est emballée et même le très prudent GIEC dit qu'il est passé minuit, qu'il est trop tard, que les effets vont de toute façon avoir lieu quoi qu'on fasse aujourd'hui. Et ça, avec la perte de biodiversité, qui est synonyme, elle, d'1 million d'espèces menacées à terme, 80% des espèces. Quand j'ai appris ça il y a deux ans et demi, j'étais sûr qu'on ferait des émissions spéciales bien plus importantes que ce qu'on a pu faire le 11 septembre 2001. Là. Non, c'est fait, on arrête tout. Mais non, les potins, les vedettes, le sport, tout ce qu'il y aura à la télé ce soir, ça continue. Ça continue. Il n'y a rien qui arrête le bruit ambiant. Mais pourtant, c'est extraordinaire parce que c'est la chaîne alimentaire universelle elle-même qui se trouve bouleversée. Et les conditions même de l'agriculture, sans parler de l'érosion des sols que produit l'agro-industrie. Bon, et les problèmes que cela suppose pour la santé publique. Parce que la santé publique est liée à la diversité du vivant. Et si on perd cette diversité-là, nous nous exposons des zoonoses, ainsi de suite. Et tout ça nous est raconté officiellement, très officiellement, par le GIEC, par les PBES, par la revue Nature, par les spécialistes de l'Anthropocène, par les climatologues, comme quelque chose d'absolument inouï. Ça nous est raconté comme ça, et plus ou moins à juste titre. C'est pertinent, ce sont des sciences, l'océanographie, la climatologie, ce sont des sciences absolument indispensables aujourd'hui, mais qui sont devenues hégémoniques et qui ont le monopole du discours et qui nous parlent de telle façon qu'on se fait dire, plus ou moins à juste titre, mais moins aussi, que c'est inouï. Jamais la biodiversité s'est autant dégradée depuis des millions d'années. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Bon, jamais le climat n'a été perturbé à une telle vitesse depuis 10 000 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, une échelle pareille? Quel sujet peut encore se sentir dans l'histoire quand vous vous dites ce qui arrive, c'est la première fois depuis 10 000 ans, depuis des millions d'années que ça survient. Et c'est fondamental parce que le contexte vital est en jeu. C'est pas quelque chose qu'on peut isoler, c'est pas une variable, c'est pas un phénomène ou une anecdote. Bon, là, on est dans une ère de l'inouï. Quelque chose qui, au fond, n'a jamais été entendu, inouï. L'expression le dit, c'est inédit, c'est inouï. On n'a jamais entendu parler de ça. Et quelque chose d'inouï, d'inédit, est peut-être quelque part aussi indicible. Parce qu'il est très difficile de penser ce qu'on appelle en philosophie l'ixéité, le pur singulier. Quand on pense, je ne sais pas, vous me le dites, quelqu'un le sait, qui a inventé l'adage « comparaison n'est pas raison ». S'il vous plaît, présentez-le-moi. Parce que cette expression me semble tout à fait erronée. Raisonner, c'est nécessairement comparer. Ce n'est que ça. Même les métaphores qu'on utilise tant, y compris en sciences, sont des comparaisons intrinsèques et implicites. Dès que nous raisonnons, nous comparons. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'agression de type génocidaire à Gaza, l'épisode COVID, nous fait penser à. Bon, et donc c'est ce nous fait penser à qui nous permet de penser la chose. Et d'ailleurs, le problème qu'on a très souvent, c'est que justement ce à quoi ça nous fait penser pèse souvent plus que l'analyse stricte du présent. C'est qu'on colonise le présent avec des schèmes qui appartiennent au passé. Il faut même apprendre à filtrer un peu ce qui appartient au passé pour comparer avec, plutôt que comparer à, comme le dit Paul Venn, l'historien et essayiste. Donc on est dans une situation dans laquelle l'inouï qui est pratiquement impensable. C'est dans quelque chose qui est comme un monstre.
Un vrai monstre, pas le monstre qu'on dessine pour les enfants avec un œil au milieu de la tête ou je ne sais quoi. Là. Un monstre, par définition, on ne peut pas le décrire. Un vrai monstre, c'est ce qui ne se laisse pas décrire. C'est une monstruosité, on ne sait pas en parler. Il y a quelque chose qui est même plus historique, qui est existentiel, hein, et qui est aujourd'hui monstrueux. C'est une chose qui se produit et qui n'a pas de nom. Et cela nous plonge dans des états d'âme collectifs. Alors, nous vivons collectivement ces états d'âme-là qui méritent le nom d'angoisse. Être devant quelque chose qui n'a pas de nom, mais qui nous menace et qui nous trouble et qui nous abîme, hein, suscite de l'angoisse. Et l'angoisse, au fond, ça n'a rien à voir avec la fameuse anxiété dont on parle tant à tort. Hein, l'angoisse, qu'est-ce que c'est? C'est un affect que n'accompagne aucune idée. C'est une pure énergie déstabilisante pour l'âme. Nous sommes à une ère de l'angoisse. Ça, c'est pas nouveau qu'il y ait une psychopathologie dominante. Les psychopathologies, c'est comme les bons vins, il y a des crus. Bon. Quand Sigmund Freud a inventé, plus ou moins élaboré la psychanalyse, a fondé la psychanalyse, on était à une ère de la névrose. Le curé, le général, le directeur d'école, c'est tous des gars. Le président, l'empereur même, l'empereur. C'était des figures autoritaires qui avaient un ascendant sur les esprits. On pouvait se rendre malade pour leur convenir. Marcher droit, s'habiller comme il faut, parler comme il faut, se faire violence, quoi. C'est l'ère de la névrose, qui a débouché, quelques années plus tard, à la faveur de 2 guerres mondiales, dans un autre moment psychique de l'histoire, qui est celui de la psychose. Du déchaînement de la violence, des pulsions sans foi ni loi, une boucherie mondiale, un déchaînement de violence. Ensuite est venue une période qui est affective, que je ne qualifierais pas de pathologique, mais qui est certainement une dominante psychique, qui est la période du désir, des années 60, avec les couleurs, les rêves, les fantasmes, l'ouverture. Ça a été une période vivifiante qui a débouché sur les promesses non tenues, sur les déceptions, sur les récifs, sur les abîmes. Et là, on est rentré à la fin du 20e siècle, au début du 21e, dans une autre période qu'on pourrait associer à la perversion. Là, plus rien n'a vraiment de sens, on se déguise, on relativise la mort, rien n'a vraiment de valeur, on se joue des autres, on se manipule, peu importe, rien ne tient. Une sorte de grande période alcoolique. Et aujourd'hui, c'est l'angoisse. C'est-à-dire qu'on sent une menace poindre sans qu'on puisse lui donner un nom et sans que ces affects-là s'accompagnent d'images, de symboles, de références. Et donc, on est habité par des forces pulsionnelles qui nous déstabilisent. L'angoisse. C'est comme le cholestérol, il y a la bonne et la mauvaise. La mauvaise angoisse, et ça n'a rien à voir avec le statut professionnel, le niveau d'éducation, c'est démocratique l'angoisse, ça frappe. Et il y a des mécanismes de défense qui entrent en ligne de compte, bon an, mal an, et la mauvaise angoisse consiste en quoi? Troubler que nous sommes, dans le désarroi que nous vivons, les sujets qui sont en proie à la mauvaise angoisse cherchent désespérément des objets de substitution, des paratonnerres, quelque chose qui va nous permettre, en quelque sorte, d'associer l'affect à un objet pour investir ces pulsions qui nous dérangent, au sens fort du terme, et s'en décharger sur quelque chose. Et en cela, je crois qu'on peut expliquer aujourd'hui l'essor de l'extrême droite. Et j'ose ce rapprochement étroit entre l'éco-angoisse, le sentiment qu'il y a quelque chose qui perturbe aujourd'hui le vivant,
les conditions même de la vitalité, hein, et que nous sommes en quelque sorte menacés par une sorte d'immense épée de Damoclès, et l'essor de l'extrême droite comme pourvoyeuse d'objets de substitution. Des boucs émissaires, en veux-tu, en voilà. Je vais t'en donner. Des catégories sociales à détester d'une manière délirante, des alibis, hein, des paratonnerres, je vais t'en offrir de telle sorte que tu pourras te dire deux choses, et c'est là où c'est une aubaine. Premièrement, j'ai trouvé un objet de substitution, et deuxièmement, je peux en disposer paresseusement. Alors, il y a l'aubaine en plus de la paresse. Pourquoi? Parce que le discours d'extrême droite, sensiblement, il nous dit presque que tout va bien. Il nous dit que tout va presque bien. Ou que tout irait bien si nous pouvions faire ablation et nous séparer des éléments qui nous contaminent. Nous, corps sains. Hein? Nous, ça va bien. C'est simplement qu'on est menacé par des éléments qu'on va identifier d'une manière caricaturale, d'une manière délirante, d'une manière grossière. Et il s'agira ensuite de mobiliser des verbes du type exterminer, rejeter, refouler, expulser, enfermer, emprisonner, et ainsi de suite, pour qu'on puisse enfin, et c'est le fantasme qu'on cultive, hein, plonger dans le formol de l'histoire, ne plus faire qu'un avec nous-mêmes, être qu'une seule cellule et jouir pour l'éternité de la pulsion de mort. Ah! Votons pour ça. Bon. Donc ça, c'est l'aubaine pour la mauvaise angoisse. Ah, j'ai une sorte de vecteur, là. Et évidemment que l'angoisse n'arrête pas, parce qu'on ne l'aborde pas, parce qu'on ne la traite pas, parce qu'on ne s'y confronte pas. On la laisse au contraire croître. Et plus elle croît, plus augmente au fond la frustration. Parce que ça ne suffit jamais. Il en faut toujours plus. Et on va ajouter à cela les écologistes, et on va les menacer, puis on va tirer dessus, puis on va les enfermer eux aussi, puis on va régler le problème en confondant le message et le messager. C'est un peu comme l'idiot qui voit son tableau de bord allumer les voyants comme ça dans sa voiture et qui coupe les fils pour se rassurer. C'est ce qu'on va faire. Bon. Il y a d'autres objets de substitution. Il y en a du point de vue de l'extrême centre, puis il y en a aussi dans notre cours. Il y a des objets identitaires qui reposent sur des analyses absolument pertinentes, nécessaires, fécondes, justes, mais qui peuvent être exacerbées au point qu'on ne voit plus qu'elles. Et on peut y subodorer un objet de substitution, bien moins préoccupant que les premiers, sans commune mesure, d'autant plus que le fondement sociologique et socio-historique est bon et généreux. Alors que du côté de l'extrême droite, fondamentalement, tout est vicié. Et il y a l'extrême centre qui nous arrive avec ses babioles, son verdissement. On ne se doute pas à quel point le vocabulaire écologiste doit à la bourgeoisie libérale. Lisez Fabrice Nicolino, Qui a tué l'écologie? C'est déprimant. Si vous avez encore le goût de fêter, là, vous allez vraiment impressionner. Mais c'est de voir à quel point, le vocabulaire autour du développement durable, de la transition énergétique, de la conservation, du capitalisme vert, de la géo-ingénierie, tout le vocabulaire qu'on entretient au titre de l'écologie politique vient de la bourgeoisie libérale, de ceux-là même qui polluent, qui saccagent, qui détruisent tout, mais qui voudraient bien avoir un petit boisé pour leur résidence secondaire, et que ce soit un petit peu protégé par l'État, et avoir aussi bonne conscience devant l'universel. Et c'est ceux-là qui vont nous présenter des oxymores, des termes trompeurs. On parlerait de compensation en discours clinique, des conversions, pardon, on parlerait de conversion. Là, tout d'un coup, c'est synecdotique, la partie vaut pour le tout. Heureusement,
Tim Horton a supprimé ses pailles de plastique. Là, ça va bien. Là. On se dit, voilà, ça, c'est un objet de substitution aussi. Donc, on est confronté à des objets de substitution qui font que l'angoisse monte et monte et monte et on ne s'en sort pas. Et ça explique, je pense, le désarroi dans lequel nous sommes, sans parler des mal nommées théories du complot, là, qui ne sont ni des théories, qui ne se portent même pas sur des complots, mais qui sont plutôt des affabulations, des fables accomplies qui vampirisent le réel. Bon. Il y a aussi la bonne angoisse. Bon. La bonne angoisse, elle consiste d'abord à dire de l'angoisse elle-même qu'elle est un signe de santé mentale. Non, mais marcher dans une forêt, croiser un grizzly en colère, c'est une bonne idée d'avoir peur. Je vous le conseille. L'angoisse, c'est ça. Se sentir angoissé dans une situation comme une autre, ça veut simplement dire qu'on est en lien avec son temps. C'est absolument flippant. Et se le dire, c'est le début. Donc le problème de l'angoisse, le problème de la mauvaise angoisse, c'est de ne pas admettre l'angoisse. Je me souviens de tomber sur un bouquin pour enfants, enfin pour ados, au titre, à mon sens, redoutable, qui disait « L'éco-anxiété ne passera pas par moi. Non. » Non, il faut que ça passe. Il faut se laisser gagner par elle, au moins 5 minutes. Il faut qu'on ait ce vertige-là. Il faut franchir ce seuil. Bon. Mais à la condition de n'y pas stationner son esprit. C'est-à-dire ne pas s'y identifier. Ne pas se faire un t-shirt écrit « L'angoisse, c'est moi, occupez-vous de moi, je suis angoissé, des photos, et tout de suite. Non, je fais pitié, adaptez-vous, l'angoisse arrive. » Bon, il ne faut pas vivre l'angoisse comme si c'était une affaire ontologique. Bon, le verbe « être » là, peut être trompeur. Il faut passer par l'angoisse. Disons ça comme ça, c'est pas tout à fait ça, mais il faut passer par l'angoisse, il faut en sortir. Et en sortir, passer, c'est pas tout à fait quelque chose de topique, là, c'est pas l'idée d'un lieu qu'il faut traverser comme s'il était en flammes, comme ça, puis on passe à travers les yeux fermés, puis on n'espère pas trébucher. Non, c'est l'idée, en fait, pour rester dans le registre psychique, c'est l'idée de mobiliser cette énergie-là aux fins de l'élaboration d'objets qui sont sujets à nous sortir de l'angoisse, qui sont sujets à nous faire agir. Donc, développer des objets qui sont à la hauteur de la situation dans laquelle nous sommes. Un objet. Un objet, quand je dis objet, un objet comme ça, c'est un objet pour la pensée. Alors, ce sur quoi la pensée porte, et qui la porte à agir. Bon, j'en suis venu à parler aussi de dessin. D-E-S-S-E-I-N, évidemment. L'idée qui fait agir. Bon, au Moyen-Âge, l'objet, c'était la chrétienté. Bon, au 18e siècle, l'objet, c'était la science, la raison, ça faisait vibrer les gens. Bon, c'était un objet qu'on se donnait qui était structurant. Bon, au 19e siècle, pour certaines catégories sociales, ça peut être le socialisme. Bon, ça, c'était structurant, c'était un objet pour la pensée. Bon, un dessin, un grand dessin. Et ici, on pourrait dire que durant le dernier quart du 20e siècle au Québec, le projet d'indépendance du Québec a été pour beaucoup un objet. C'était pas simplement une question dans un sondage ou une ratiocination d'une droite trans. C'était un projet qui déterminait comment on s'habillait, quel livre de sciences sociales on lisait, comment on concevait le territoire, quel rapport on avait à sa langue, à son histoire, à ses amis, quelle bière on buvait. C'était tout à fait... C'était un dessin, quoi. Et aujourd'hui, l'écologie politique pâtit d'être sans dessin. D'être incapable de se donner cette espèce de dessin qui soit de nature à faire agir d'une manière structurante pour qu'on sorte de l'angoisse, que ce ne soit pas un objet de substitution. Bon. Donc, s'en donner un bon objet ou un bon dessin,
c'est un dessin qui est à la fois lucide et gai. C'est pas facile de faire tenir ça ensemble aujourd'hui. Mais c'est ça qu'il faut. C'est là qu'on arrive à passer. Lucide et gai. Parce que la lucidité sans la gaieté, c'est la dépression. Oubliez ça, on se roule en boule, on attend la fin du monde. Et puis, la gaieté sans la lucidité, c'est TVA. Ça, c'est... Bon, c'est être imbécile heureux, quoi. Bon. Non, je vous parle pas de la joie bête, là. Je vous parle de la joie de Spinoza. Je vous parle de la joie de Nietzsche. Un objet joyeux, c'est un objet qui nous amène à nous composer avec des éléments extérieurs à nous de telle façon qu'on croisse, qu'on grandisse, hein, et qu'on advienne, hein, selon l'agencement qui est le sien. Hein. Et il y a quelque chose, non seulement du désir, parce que le désir, on a toujours l'impression qu'il est quelque part frustré fatalement, mais même de l'accomplissement. Bon, se donner un objet, c'est pas facile si on tient à ce qu'il soit lucide, mais c'est à la condition qu'il soit lucide qu'on sort de l'angoisse, parce qu'on ne refoule pas, on prend le taureau par les cornes, puis on regarde les choses en face. Bon, un objet comme ça, en tous les cas lucide, ce serait, chez Baptiste Morisot, la notion, l'idée qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment chimérique. Alors, ça commence à être intéressant. Parce que là, quand la situation est inouïe, il faut bien que les concepts soient inouïs eux aussi. Si on veut être en phase avec le tout singulier, si ce qu'on vit est absolument unique et exclusif dans l'histoire, bien, il faut penser d'une manière exclusive aussi. On ne va pas ressortir les vieilles lunes. Hein? Bon, il nous dit ça. On est dans un moment inouï, chimérique. Hein? Les canicules, comme ça, le réchauffement climatique fait que l'ours brun a chaud. Il monte vers le nord. L'ours blanc a perdu sa banquise. Il descend vers le sud. Il se rend compte. Il crée une sorte d'espèce que les lois de la nature, les gestionnaires de l'environnement, les technocrates du vivant n'avaient pas vu venir. C'est pas censé arriver. On pensait avoir dit à la nature quel était son jeu, hein, et où étaient ses limites. On n'est pas capable de s'en fixer à nous-mêmes, mais on peut lui en fixer à elle. Bon. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que la nature, comme le dit Isabelle Stengers, involue, nous déjoue, nous surprend à ses puissances, hein, nous détonne. Bon. Et là, tout d'un coup, apparaît une nouvelle espèce. Idem pour l'espace. Hein. La rivière d'hier est le terrain vague d'aujourd'hui. Le terrain vague d'hier est inondé aujourd'hui. Bon. C'est la mort d'une expression qui rassurait tellement les économistes, mais ils ne s'en sont pas encore rendus compte. Comme d'habitude, le bourgeois comprend la loi de la gravité quand le toit lui tombe sur la tête. Donc, c'est la mort de l'expression « toute chose étant égale par ailleurs ». Cette idée qu'on joue sur des variables en faisant fond sur une illusion de stabilité. Tout bouge. Et là, il faut penser évidemment la politique. Ainsi, il faut penser la politique, la culture, l'espace, le territoire, les biens, et d'une manière tellement radicale, l'économie, d'une manière tout autre, mais tout autre. Bon, et c'est à ce prix-là que nous sortirons de l'angoisse, que nous utiliserons l'énergie qu'on appelle l'angoisse à dessein. Pour ma part, et je le dis à titre presque d'exemple, je ne suis pas en train de faire du prosélytisme, mais un exemple d'objet fécond, lucide, joyeux, c'est la biorégion. La biorégion, tout d'un coup, ça c'est intéressant. D'abord, c'est pas un terme privatif. Et ça, c'est déjà beaucoup aujourd'hui. Parce que notre vocabulaire politique est beaucoup constitué de termes qui sont tristes, dans la mesure où ils se présentent, ils consistent à nous amener, à nous identifier à ce qu'on n'est pas. C'est tout.
Et c'est même la raison pour laquelle j'ai insisté dès le début pour dire la décroissance, c'est le nom d'un choc, c'est le nom d'un impératif, c'est le nom d'une limite, c'est le nom du mur sur lequel on se percute. Mais, à mon sens, ce n'est pas le nom d'un projet. Pourquoi? Parce que c'est un terme privatif. Un terme privatif, c'est tous ces mots qui signifient quelque chose et auxquels on adjoint un préfixe qui est de l'ordre du anti, in, ex, d, a, an. Ça c'est des termes privatifs. Anarchiste, anticapitaliste, anti-impérialiste, décroissantiste, insoumis. On est pollué par ces mots-là, hein, qui consistent en une opération double. D'abord, je laisse l'adversaire se définir, et définir un projet, une idéologie, une essence, et dans un deuxième temps, je m'inscris en faux contre ce projet-là, et je m'identifie à mon refus. Et je suis celui qui refuse quelque chose. Bon, ça, c'est un boulevard vers le ressentiment et vers la confusion. Parce qu'on ne sait pas avec qui on s'allie. Marine Le Pen n'a aucun problème en France à se dire insoumise. On n'est juste pas quelque chose. Ça ne fait pas des enfants forts. Bon. Le terme décroissance, je le trouve intéressant dans la mesure où il marque il est le nom d'une leçon qu'on n'a pas entendue. Alors que la biorégion, elle est le nom, avant même d'être un concept auquel je vais finir par... Je vous promets que je vais vous le définir. Je vous dirai pas, je reviens l'an prochain pour la suite. Mais disons déjà, pour approcher la chose, que la biorégion est le nom de deux moments historiques qui arrivent en réponse à la décroissance comme choc abrupt, hein, absolument déroutant. D'abord, c'est le nom d'une évidence anthropologique que seuls les orgueilleux occidentaux modernes ont à se faire rappeler. À savoir qu'en dernière instance, nous sommes dépendants de ceux qui nous entourent. Ce n'est pas en passant un coup de fil à la Saskatchewan qu'il va se passer quoi que ce soit en situation de crise. Nous sommes en dernière instance, ultimement, redevables de celles et ceux qui nous entourent. Et nous sommes en dernière instance dépendants du territoire immédiat que nous voulons. En dernière instance. Ça, c'est le premier aspect historique dont la biorégion est le nom. Une prise de conscience nécessaire, qui est une évidence pour tous les peuples du monde, toutes les sociétés du monde, sauf la nôtre. Parce qu'on nous a dit qu'on était des individus redevables d'eux-mêmes, capables de se démembrer, capables d'entrer en relation avec des gens qui jouent au poker avec nous en Japon, puis capables de faire des affaires partout, et complètement mondialisés, des cosmopolites, et on s'est totalement désancré. C'est même une condition du capitalisme. Vous voulez arriver quelque part dans le monde et créer un marché, il faut que vous cassiez les mœurs. Il faut que vous cassiez les communautés, il faut que vous créiez de l'individu et que vous médiatisez les rapports sociaux à travers de la marchandise. Et ça s'appelle le marketing, qui est plus que juste de la publicité. C'est un projet idéologique absolument redoutable. Bon. Deuxième enjeu historique dont le terme biorégion est le nom, c'est celui de la déréliction politique. La biorégion surgit au moment du choc de la décroissance, lorsqu'on vit finalement le contraire du séparatisme politique. Il ne s'agit pas de dire « nous nous séparons » du tout, c'est le tout qui dit « nous vous abandonnons hein? Nous nous délestons de vous, nous vous concédons au sort. Nous ne voulons plus de cette espèce de bout de terre que vous constituez, plus comme un problème que comme un atout. » Mayotte, Valence, Clova, c'est exactement ça. Clova, au Québec, au nord de la Tuque. Il y a 2 étés. Le premier ministre du Québec a dit quoi? Brûler. Il y avait des incendies de forêt. On leur dit, vous, on vous concède aux flammes. Consigne, sauvez-vous. Apportez ce que vous pouvez, sauvez-vous. Nous, on vous laisse. Les gens pleuraient. Il me semble qu'on le savait qu'on avait moins que ce qu'on payait comme impôt en termes de services.
Mais on se disait, c'est quand même au moins une police d'assurance. Et si on est en danger de mort, il va bien y avoir une armée qui va débarquer ou 3-4 flics. T'sais. Même pas. Et donc, qu'est-ce qu'a fait? C'est peut-être une de ces rares bonnes décisions politiques. Le premier ministre du Québec à ce moment-là, qu'a-t-il fait? Il a créé une biorégie. D'un coup, vous avez des gens qui disent, mais nous, au fond, en dernière instance, nous sommes laissés à nous-mêmes, comme on se l'est dit à Mayotte, comme on se l'est dit à Valence ces derniers mois. Nous sommes laissés à nous-mêmes. Et on aurait peut-être intérêt à s'organiser. Parce que lorsque la chaîne de distribution du grand capital ne fournira plus, que le Canadian Tire va être vide, qu'il y a un camion qui va passer aux 2 semaines avec des restes de denrées qui n'auront pas été prises au début de la chaîne. Imaginons le pire, plus de bière dans les dépanneurs. Bon. Ben, à ce moment-là, on se dit, ben, il faudra bien faire notre propre bière. Bon, il faudra bien s'organiser. Et la biorégion naît là. Elle naît à ce moment-là. Et au fond, elle naît par rapport à une conscience territoriale qu'on sait être la sienne, un lien de dépendance qu'on découvre avec le territoire. On va peut-être pas juste l'exploiter pour envoyer des matières premières à des marchés étrangers qui nous donnent un pouvoir d'achat pour qu'on puisse acheter des marchandises qui ont été faites, elles aussi, à partir de matières premières qui ont été faites ailleurs, en écœurant des gens aussi. Mais peut-être qu'il faudrait prendre sur nous le fait d'habiter cette terre-là et soigner cette terre et le vivant, et faire en sorte que une vie autonome et une vie intelligente et consciente ait lieu. Et c'est là qu'on développe sur 3 grands pôles une approche, un art de réhabiter. D'une part, pas seulement la science, qui est absolument indispensable, biologie, ornithologie, agriculture, tout ça, permaculture surtout, bon, c'est très important, mais aussi la sapience, tous les petits savoirs pour lesquels on ne donnera jamais de diplôme, mais qui sont absolument indispensables. Moi, je suis dans un bled où il y a des analphabètes essentiellement autour de chez moi, mais ils connaissent tout du vent, parce qu'ils naviguent. Ils ont une connaissance du vent qui m'impressionne absolument. Ils savent... bon. Et c'est tous ces savoirs. André Gortz disait la consommation crée des produits incapacitants. On n'est même plus capable de racler des feuilles. Là, maintenant, il faut brancher une machine qui essouffle. Il fallait y toucher. Bon, non, on devient débile. Donc, autrement dit, cette sapience-là, c'est pas un retour c'est pas juste la nostalgie c'est pas une régression, c'est une reconquête de savoir qui appartiennent simplement à la dignité humaine, qui porte sur l'autonomie, la fierté du travail bien fait, ainsi de suite. On s'est rendu, il faut une machine pour ouvrir une boîte. Bon, c'est à quand la machine qui va lasser nos chaussures? Bon, donc, les savoirs, les techniques, le low-tech, les petits objets malins, les éoliennes en bois, voilà, il y a toutes sortes de choses à trouver. Parce qu'on y arrivera à ce moment de la décroissance. Il sera brutal pour beaucoup d'entre nous. Deuxièmement, la politique, les communs, les formes d'organisation comme ça, solidaires. Beaucoup à dire là-dessus, beaucoup à apprendre. Bon, et puis troisièmement, la culture, les arts, les beaux-arts, l'art visuel, la peinture, la poésie, les romans. Aujourd'hui, les artistes ont une longueur d'avance sur les scientifiques qui est impressionnante, sur la façon de penser ça. Les romans d'anticipation, celui Le Monde d'après d'Antoine Trichner, ou l'art d'Andy Goldsworthy, c'est formidable. On voit comme ça. Pourquoi c'est si important l'art ici? C'est que nous sommes dans une ère de l'inouï qui suppose par définition que nous n'ayons pas de référent historiographique pour comparer ce que nous vivons à quelque chose. Alors il nous faut la fiction. La fiction est l'espèce de point d'appui de l'esprit pour comparer à quelque chose que nous vivons de façon à ce que nous puissions entamer une pensée à son sujet. Et donc l'art devient très important. Et là, on finit par avoir, quant à cet espace qui est le sien, le nôtre surtout, au pluriel,
une forme de réhabilitation. On apprend à respecter, à composer, à soigner, à préserver. Et on pense d'une manière multisubjective par rapport à toutes les petites instances que sont les éléments du vivant qui ont un rôle à jouer et à qui on doit beaucoup. Et là, on cultive une histoire du lieu qu'on habite. On est capable de penser à peu près l'histoire universelle humaine depuis 2500 ans. Déjà, on se pense bien, bon, on a parlé d'Espèce, Homère, bon, les présocratiques, ça, bon, la tragédie, on arrive à l'Empire romain, Jésus, saint Thomas d'Aquin, les guerres de religion, la modernité, bon, il y a Madonna quelque part là-dedans, puis on se trouve bien, bon, est-ce qu'on serait capable de faire ça par rapport au moindre boisé? Prenez un bois, là, quelques hectares. Et dites-vous, c'est quoi l'histoire de ce lieu-là? Qu'est-ce qu'il a fallu en termes d'événements écologiques pour que ce lieu-là apparaisse tel qu'il est, par rapport à un autre lieu qui pourrait être sur une île du Pacifique et qui lui aussi a été travaillé par une histoire événementielle infiniment plus complexe. Bon, et là, si on est capable de cette pensée-là, là, on commence à habiter. On commence à comprendre où on met les pieds. Puis on commence aussi à comprendre ce qu'il en faut pour que cette vitalité-là persiste. Une sorte de Gaïa, si vous voulez, là, une sorte d'unité comme ça du lieu qu'on peut essayer de commencer à penser. Bon, je peux parler longtemps. Est-ce que la gardienne des horloges, le maître des horloges... Donc, disons ça. Donc, la biorégion, si on essaie de la définir, c'est un espace régional qui se définit beaucoup par lui-même, c'est-à-dire par rapport à ses caractéristiques. C'est une géopolitique dans laquelle le préfixe géo est aussi important que la racine politique. C'est un espace dont la dynamique est à observer quant à lui-même et pas quant à une volonté arbitraire plaquée ou sur des cartes comme ça, des puissances partagent des espaces pour les posséder et les exploiter. C'est une perspective qui ne constitue pas un retour à. Ce n'est pas une régression. Au contraire, nous pouvons mobiliser des savoirs, une révolution des mœurs. Nous pouvons mettre en commun, mettre à contribution des pensées radicalement nouvelles au service de quelque chose qui est tout simplement plus humble. Je veux dire, la technoscience n'a pas le monopole de l'innovation. L'innovation peut être très humble et frugale, et elle doit l'être. Bon. Ce n'est pas non plus un projet hegelien, au sens où la biorégion ne répond pas d'une sorte de grand soir révolutionnaire où on va absorber toutes les formes politiques du passé. Ce sera une réponse impérative au choc de la décroissance qui s'imposera à nous tôt ou tard, en raison de bris d'approvisionnement, en raison de panne, de rupture, de pénurie de tout genre, et qui forceront une autonomie politique, laquelle pourra, sur sa strate biorégionale, coexister avec d'autres. Il y aura peut-être encore un roi là, qui marchera avec son hochet pour nous dire que c'est à lui tout ça, mais au fond, on ne le laissera passer, quoi, on le vivra. Bon. Mais on verra bien que de toute façon, la situation de déréliction nous forcera à trouver cette strate-là, et cette stratification-là, de toute façon, est notre lot. On a trop spontanément succombé à des représentations schématiques voulant que l'État ait le monopole de la violence légitime et qu'il soit le seul organe souverain. C'est absolument faux. Tout comme le cerf du Moyen-Âge avait sur le dos l'armée, le royaume, l'église, la seigneurie, puis tout ce que vous pouvez imaginer de pouvoir qui pouvait se superposer sur sa conscience. Nous, aujourd'hui, nous avons bien des strates de pouvoir. On dirait évidemment l'État avec ses différents paliers, mais aussi les banques, qui sont une sorte de pouvoir par lui-même, les multinationales, c'est une sorte de souveraineté privée, les mafias. Et si vous prenez les plus importants chefs du crime organisé dans le monde, vous les invitez au G20, allemand, ils brassent des capitaux. Je ne dis même pas une blague, là. Le PISO, c'est un impôt, ça. Bon. Donc, on est déjà stratifié. Et au fond, la biorégion, c'est notre strate à nous autres.
Au fond, c'est une strate démocratique par laquelle il faut apprendre à s'organiser. Sinon, on crève la gueule ouverte parce qu'on est appelé à devoir nous reprendre en main. Et on peut dire de ce moment-là qu'il est agonistique. Il est combatif. Hein, tout à l'heure, je disais, j'aime pas trop les termes in, ex, de, anti, an, a, bon, tout ça. Je ne les aime pas si on leur confère le statut de projet, parce que c'est des non-projets. Mais en soi, ils sont immunitaires. Hein, c'est-à-dire que du moment qu'on sait pourquoi on se bat, hein, que le pas dans ma cour, c'est pas la finalité, c'est une conséquence. Du moment que c'est clair dans nos esprits, à ce moment-là, oui, on peut se mobiliser pour la biorégion dont on dépend, parce que nous sommes interdépendants et nous sommes redevables de ce lieu-là. Et on ne peut pas le laisser être saccagé par des foreuses qui débarqueraient d'une manière monstrueuse. Alors oui, à ce moment-là, la biorégion devient une sorte de modalité de résistance agonistique. D'autant plus qu'on sait pourquoi on refuse, pourquoi on est contre un certain nombre de choses. Et elle est universelle, parce que la biorégion, on dit souvent ça, ah oui, c'est le terroir, vous vous braquez, vous repliez sur vous-même. C'est simplement qu'on est d'accord hein, pour dire qu'il faut que ça cesse, cette idée que ce qu'on mange a parcouru en moyenne 2000 km. Il faut que ça cesse, cette idée que ce qu'on utilise comme objet a des composantes qui ont fait 5 fois le tour du monde. Ben, si on est con, on est donc pour les circuits courts. On est donc pour une organisation immédiate. Pour une organisation environnante. Donc, à ce moment-là, ben forcément, le projet biorégional devient universel. C'est qu'on veut que nous nous constituions sous la forme d'entités régionales, ce qui n'empêche pas une diplomatie interbiorégionnale, ce qui n'empêche pas, sur certains points, comme par exemple l'hydroélectricité, si ça se maintient, ben, une forme de confédération. Il y a des enjeux, bien sûr. Et déjà, ce que j'apprécie beaucoup de la biorégion, c'est qu'elle n'est pas braquée sur les frontières. Vous connaissez peut-être cette phrase du réalisateur Jean-Luc Godard qui disait « J'aime les frontières, mais j'aime pas les douaniers. » On est dans cet esprit-là, quoi. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de tracer une ligne comme un névrosé qui dit « C'est ici que ça arrête, puis là, c'est toi qui commence. » C'est de bien voir que le lieu a ses dynamiques. Et selon ce dont on parle, il y a une plasticité de ces frontières-là. Si vous avez un commun qui constitue un four à pain collectif, dans un quartier ou un village, bien sûr que ce bien-là aura une portée moins grande que si vous vous intéressez à la question du bois de chauffage dans toute une communauté, ou quoi encore, un abattoir pour tout un grand rayon. Donc il y a une sorte il y a un rapport comme ça ouvert entre biorégion, écorégion, géorégion, la fonction des bassins versants, le rôle d'une forêt, la fonction d'un littoral. Et à ce moment-là, il y a un appel à s'organiser. Ce sont une certaine plasticité. À un moment donné, ça s'arrête. Et on le sait que ça s'arrête quand on connaît un territoire qui a ses dynamiques. Bon. Mais la ligne qui nous intéresse le plus, c'est celle de la vitalité. Et je vais finir là-dessus. Andy Goldsworthy est un artiste du land art qui travaille à partir d'éléments qu'il trouve comme ça quand il arrive sur un lieu, des roches, des pierres, des bouts de bois, des brindilles, des feuilles, des pétales, ainsi de suite. Et il fait des agencements avec ça, un peu comme les animaux peuvent produire une esthétique comme une ruche, ou enfin un nid d'abeilles, de guêpes, ou ainsi de suite. Ça peut être très beau, des fleurs, ainsi de suite. On est toujours émerveillé devant elles. Et pas simplement comme les animaux, mais en tant qu'animal, quoi. C'est une contribution de plus, tout simplement. Et enfin, lui, il s'intéresse beaucoup, quand il fait ses compositions, à des lignes. Mais chez lui, la ligne, c'est pas la ligne du pourtour qui consiste à dire ce qu'il y a à l'intérieur, c'est à moi. La ligne, c'est la ligne de la vitalité. C'est la rivière, c'est la bande arable. C'est ce qui, dans un lieu, va donner la colonne vertébrale de l'espace, qui va organiser sa vitalité. C'est cette ligne-là qui compte. La ligne de la frontière, c'est une ligne triste. La ligne symbiotique est une ligne joyeuse. Bon. Et s'il y a lieu de fêter la décroissance, c'est par rapport à son après. C'est par rapport à ce dont elle est l'annonciation, c'est-à-dire un moment
où nous deviendrons souverains, mais sous une forme inédite, et où nous serons, nous aussi, capables de choses inouïes. C'est le rendez-vous que nous nous donnons avec l'histoire. La notion de biorégion, la question c'était quelle est la place de la ville qu'elle approche. À la fin de mon bouquin, là, Faire que, je parle des bioquartiers. Succinctement. Déjà, on peut faire une petite histoire. Là. La notion de biorégion a 50 ans, au jour de cette année. Elle date de 1975. C'est une notion qui a surtout été élaborée en Californie, en Italie, en France, maintenant ici de plus en plus, je l'espère, mais qui est née en Nouvelle-Écosse. C'est un Américain, un post-situationniste de Michigan qui s'amusait à faire des hold-up avec des revolvers en chocolat, qui a mené, s'est trouvé un peu mal aimé dans son coin et qui est allé en Nouvelle-Écosse et qui a développé cette idée de biorégion. Donc, il l'a mise au jour, puis qu'il l'a pensé, puis défini. Et il a compté beaucoup pour un groupe de Californiens qui, eux, ont vraiment tenté une sorte d'expérience biorégionale la plus accomplie, je crois, que nous ayons, qui est documentée, qui date des années 70, où on a vraiment pensé à un espace qui méritait d'être considéré pour lui-même. Et on s'est, au fond, j'aime pas le verbe plier, mais en tout cas, on s'est fondu à sa réalité. Et en France, ensuite, en Italie, on a eu des courants. Et si j'en parle, c'est parce qu'en Italie, on a spécifiquement pensé le couple ville-campagne. Bon, les bio-régionalistes italiens ont fait ça. Et en France, on a Agnès Sinaï et l'ancien ministre de l'Environnement, Yves Cochet, qui ont eux aussi fait la même chose. Ils ont écrit un livre où ils imaginent quelle sera la situation de la région d'Île-de-France dans quelques décennies lorsqu'on sera passé au mode biorégional. Bon, c'est un livre sur lequel j'ai des réserves parce que c'est très utopiste, tout baigne, ça roule, tout le monde se fait des bisous, tout va bien. Bon, c'est trop lisse, quoi. Mais il reste que dans tous ces documents-là, il y a une sorte de postulat ou hypothèse qui est proposé, à savoir que du moment qu'on ferait face à un moment de décroissance dans sa chair, là, c'est plus juste une théorie, mettons, il y aurait toute une désaffection. C'est qu'on aurait des gens qui ont un passé rural, des connexions rurales, qui retourneraient sans doute là où on a un rapport peut-être plus évident à la côte ou à la terre. Bon, et donc, il y aurait déjà plus de place. Bon, c'est contestable, hein? Je dis ça, c'est comme ça que les choses sont un peu projetées. Et du reste, bon, on apprendrait à verdir les villes. Dans une ville comme Montréal, moi je suis encore choqué de voir qu'on n'a jamais profité du fait que les toits sont plats. Hein? Et que chaque immeuble a un sous-sol. On aurait pu mutualiser tout ça, puis cultiver l'été sur les toits où on prend le soleil plein pot, puis à l'automne, stocker des choses dans un sous-sol qui aurait pu être collectivisé. Ça n'aurait pas été des gros investissements, là. Et on avait ce qu'il faut pour être en partie autonome. C'est un scandale qu'on ait pratiquer l'étalement urbain sur l'île Jésus, qui est la ville de Laval, parce que ce sont les terres les plus fertiles du Québec. Mais là, il faudra décontaminer un petit peu, accepter qu'il y a des pissenlits, puis faire un potager devant puis derrière la maison. Bon, et ici, malheureusement, j'ai pas les pendants, hein, mais j'imagine que ça vous sonne des cloches, quoi. Et à Victoriaville, il y a une technique sur l'agriculture urbaine, et il faudra penser des virages du genre. Je crois néanmoins que le projet biorégional reste quand même beaucoup plus engagé dans une perspective, disons, naturelle que dans des univers où il n'y a que du bâti. Moi, je peux en parler, j'écris pas ça dans des bouquins, mais là, on est un peu entre nous, on prend des bières, tout ça. Moi, j'ai été urbain jusqu'au bout des ongles. J'ai vécu à Paris, à Berlin, j'ai pensé. Moi, quand je me suis retrouvé à Montréal, j'étais malheureux, c'était trop petit. Bon, et puis à un moment donné, il y a eu un virage, je ne raconte pas pourquoi, mais aujourd'hui, je ne conçois plus
d'être dans des espaces où il n'y a pas de vivant, à part les sujets sociaux, là, mais je veux dire, où il n'y a pas du vivant. Je trouve ça suffocant, je suis tout de suite mal. Il faut qu'on soit en infériorité, nous les humains. Hein? Il faut que tout d'un coup qu'il y ait plus d'éléments vivants autour de nous que nous. Bon, et à ce moment-là, je me sens déjà mieux. Et je pense qu'on sera plus, au fond, sensible à ça, même en ville. Même en ville, on voudra qu'il y ait du vivant. Puis on laissera pousser l'herbe dans les craques d'asphalte, là, pour ça. On va ça encourager. Ouais, j'entendais comment on peut se rassembler pour advenir, pour en venir à... restons joyeux. Moi, je vis avec l'idée que nous allons frapper un mur. J'ai fini par m'y faire. Précisément parce que sinon, on tend, je dirais nous un peu flou, là, mais nous ici ce soir, puisqu'on est là, plutôt qu'écouter Mark Carney regretter que le chef des Verts soit pas là parce qu'on ne peut pas parler d'écologie du coup. Nous qui avons choisi d'être ici ce soir, alors que la concurrence était féroce, nous tendons, lorsque nous ne postulons pas, et c'est légitime aussi, le caractère inéluctable de la décroissance au sens brutal, la décroissance de force et non de gré, hein? Nous tendons, lorsque nous ne le postulons pas, à prendre sur nous le déni des autres. Un peu comme Atlas, pas le manuel, mais la figure mythique, mythologique, qui porte le monde sur ses épaules. Nous tendons à essayer en quelque sorte de compenser, de suppléer même strictement du point de vue de l'énergie psychique, en portant la faute, en étant des petits Jésus. Bon, et on ne peut pas. Et cela même nous nuit. On pâtit à tenter de porter la faute. Et chercher par tous les moyens à réaliser quelque chose qui est même plus de l'ordre des possibles. C'est très difficile, justement, d'aller à l'encontre de tout cet appareillage qui nous a colonisés. Je lisais quelqu'un qui critiquait tout ça, puis il disait « On ne voit pas plus l'informatique que le poisson connaît l'eau. » Le poisson, demandez pas à un poisson c'est quoi l'eau, il est le dernier à le savoir, parce que, bon voilà, ben nous c'est la même chose avec ces... Cependant, là où je trouve absolument importante cette mobilisation ce soir, c'est une très belle soirée, et où je la trouve galvanisante et vivifiante, c'est de se dire et c'est pas pour rien que mon livre fait un clin d'œil à tous les autres livres qui s'intitulent « Que faire ?» un en particulier, c'est qu'il nous faut nous constituer, un nous là aussi, pas très officiel, mais il nous faut nous constituer en avant-garde. L'important là maintenant, dans l'ordre actuel des choses, n'est pas d'entrer dans un Tim Hortons puis de rendre tout le monde écologiste en une demi-heure. L'important, c'est d'être prêt lorsque les écoutilles s'ouvriront. Et les écoutilles s'ouvriront chez le plus grand nombre lorsqu'il y aura un choc qui aura pour nom la décroissance. Lorsque ce choc-là va s'imposer comme un mal de dents, comme un mur, comme un coup dans le ventre, là, il faudra que des gens soient prêts à parler. Il faudra qu'il y ait des petites structures qui sont tellement dérisoires aujourd'hui en même temps qu'elles sont les modèles de demain. Le festival pour la décroissance, ça peut sembler un petit truc gentil à la marge. C'est le modèle de demain. C'est vers
vers ce pôle-là qu'on va s'orienter lorsqu'on sera en désarroi, à la condition que nous soyons prêts. Et là, l'important, c'est beaucoup plus dans la ruse, dans l'humour, dans la résolution, dans la joie, dans la force, hein, de constituer des pôles forts où on est déjà capable de recenser où sont les forces, les talents, les atouts, les compétences par rapport à ce qui se présenterait éventuellement comme des urgences, des crises, des aspirations aussi. On a déjà commencé à faire ça sur le mode d'une avant-garde pour que quand, tout à coup, il faudra parler, car il y aura des désarroi, nous serons prêts. Et c'est d'autant plus important que ce désarroi est aussi historiquement un terreau fertile pour les fascistes. Et il faudra prendre de court les petits chefs qui vocifèrent fort en faisant peur à tout le monde quand tout d'un coup la panique s'installe. Et c'est plutôt à ça que nous devons nous atteler qu'à nous donner des missions impossibles. Je vais commencer par tenter de débrouiller ce qu'on pourrait entendre par inouï et absurde. Je trouve ça intéressant. Je dirais que la différence que je perçois comme ça un peu spontanément, on pourrait relire des textes, puis discuter, ou faire une disputatio, puis bon. Mais je dirais que là où je, quand même, chéris le terme inouï, là, pour son sens, c'est dans la mesure où l'inouï ne veut pas dire que c'est indéfiniment impensable. Alors que l'absurde le suggère, lui. Hein. Quand on est dans l'absurde, Ionesco, voilà, ben c'est ça, quoi. C'est une sorte de donnée ontologique, puis voilà, débrouillez-vous maintenant, trouvez du sens. Alors que là, l'inouï suppose simplement que ce qui surgit échappe à la signification dans la mesure où on n'a pas encore élaboré les termes, les concepts, les notions, les symboles, les récits, les discours, les chants, les bons pour arriver à le traiter. Et donc ça crée un divorce ou un découplage entre l'énergie psychique et les formes. Et on sait, quand on lit un peu la métapsychologie, que les processus primaires d'élaboration pulsionnelle sont déjà constitués de formes. L'espérance, bon, je prends les choses par ce bout-là, Jacques Ellul, on peut citer du monde. L'espérance, c'est. J'en parle pas beaucoup parce que c'est presque un exploit. L'espérance, qu'est-ce que c'est? C'est d'être encore capable. C'est comme un retournement de l'angoisse en continuant de se priver de l'objet. Hein? L'espérance, qu'est-ce que c'est? C'est cette énergie psychique angoissante qu'on arrive comme ça à juguler sous la forme d'une tension positive, même si on n'a pas encore d'objet. Hein? Alors que l'espoir, c'est un peu comme l'anxiété, c'est que ça porte sur quelque chose. Hein? J'ai l'espoir que demain matin, le Messie débarque et nous paye tous une bière, puis ça tombe bien, j'ai pas d'argent ce soir, c'est à l'américaine, ça, bon. Et je dois dire qu'il y a dans le passage que vous avez cité, peut-être des expressions aussi un petit peu courantes que je ne cherche pas nécessairement toujours à définir d'une manière rigoureusement conceptuelle, comme énergie du désespoir. C'est quand même un syntagme qui existe dans la culture et qui ne renvoie pas là, tout à fait un concept. Je ne vais pas être présomptueux et faire comme si chaque mot était calibré d'une manière profondément conceptuelle. Sur les médias, effectivement, vous faites un clin d'œil à Marshall McLuhan et ça m'est très cher dans le sens où la médiatisation, pour moi, ce qu'on appelle les médias sociaux, c'est pas des médias, c'est des caricatures de médias, ça médiatise très peu de choses, beaucoup de querelles, des malentendus, des faux problèmes. Je veux dire, on va la faire vite, là, mais pour Marshall McLuhan, hein, de Millions de Messages, hein, cette idée, c'est que le cadre dans lequel un échange se produit compte beaucoup dans la teneur même de l'échange. Tout ce que je vous ai dit là, si nous avions été dans une église, vous l'auriez entendu autrement. Si nous avions été dans un parc au mois de juillet, vous l'auriez entendu autrement. Si nous avions été dans une salle de classe, dans un tribunal, hein, bon, et au fond, cet espace-ci, par exemple, suppose une écoute très particulière. Faire de la politique dans un bar, je trouve ça très prometteur. Mais vraiment,
Non, mais je veux dire, parce que habituellement, c'est pas pour ça qu'on va dans un bar, hein, c'est pour toutes sortes d'autres raisons, plus ou moins viles. Mais je veux dire, je veux pas non plus les diminuer. Mais je trouve ça vraiment bon. C'est que surtout un soir de partie de hockey, là, vous faites ma journée. Là. Bon. Non. C'était une métaphore pour le débat. Là. Et donc, oui, effectivement, il y a une telle pauvreté de la médiatisation qui est je ne sais pas trop comment on pourrait penser un contraire, quoi, mais une sorte de faux semblant, que lorsqu'on est privé d'une médiatisation forte, d'espace, de lieux significatifs, denses, ainsi de suite, ben effectivement, là, on patauge dans le désespoir, puis dans quelque chose qui serait ce dont je parle dans ce passage, dont j'ai un petit peu oublié tout le contexte. Là, je suis un petit peu comme dans une soutenance de thèse, je ne sais plus quoi répondre. Oui, la question c'est qu'est-ce qu'une biorégion comme projet, c'est quel est l'ancrage, comment on peut la définir. Bon, la notion de biorégion, elle est formidable dans la mesure où elle est quand même assez rigoureuse. On ne peut pas l'utiliser comme ça à toutes les sauces, mais en même temps, elle a une grande plasticité parce qu'elle n'est pas simplement un pur programme ou une théorie. Bon. Je reviens à mes deux éléments de contexte. La biorégion surgit au moment d'une décroissance violente, disons-le comme ça, ou brutale, ou sèche, qui suppose qu'on redécouvre deux principes. Nous sommes, pour vivre, redevables des gens qui nous entourent et du sol que nous foulons. Et nous prenons conscience de ces deux évidences anthropologiques lorsque nous nous découvrons en situation de déréliction politique, c'est-à-dire lorsque nous nous découvrons pas mal laissés à nous-mêmes, en partie au moins. Bon. En maintenant, effectivement, si on veut le penser, il faut le penser dans un lieu. Bon, moi, j'habite maintenant un lieu qui est la péninsule acadienne, qui est un espace, une pointe, une sorte de grande presqu'île qui plonge comme ça dans la baie des Chaleurs et le golfe du Saint-Laurent, et qui met en présence 50 000 âmes qui ont des réalités côtières, rurales, distinctes. Et je peux, moi, imaginer sans trop de problème qu'un jour, le camion qui approvisionne soit le Canadian Tire ou le IGA arrive vide. J'imagine très bien un jour ce qui s'est passé chez nous en 2017, où il y a une pluie de verglas pendant des semaines avec des pannes d'électricité, puis il faut apprendre à s'organiser. J'imagine sans problème, à un moment donné, il y a eu des inondations majeures. Et j'imagine très bien le jour où Fredericton, Ottawa, on n'a pas le temps. Comme on a dit aux gens de Clova, cramez. Noyez-vous. Bon, à ce moment-là, la biorégion, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout dire. C'est un projet politique. Projet politique, on se demande où sont les talents, où sont les forces, qui est capable de faire quoi, où sont les gens qui sont un peu réseautés, quelles sont les structures, qui peut m'aider, et qui est-ce que je peux aider, puis qu'est-ce qui arrive avec Gertrude, puis un tel, on l'a pas vu pour 3 jours, puis ainsi de suite. C'est ça la biorégion, c'est très vivant, c'est un roman terrible. Là, vous lisez Après le monde d'Antoinette Richner, vous voyez un peu comment ça peut mal tourner aussi. Il y a des gens qui ont vécu ça, là, le retour à la Terre des années 70, ils me disent on a essayé, ça marche pas. Mais on s'en fout, c'est même pas l'histoire d'essayer quelque chose, on n'a pas le choix. C'est impératif, c'est pas un projet. Pour ça que c'est pas un truc dans la carte électorale, on dit tiens, moi je vais voter pour ça cette fois-ci, ça n'a rien à voir. Et là, effectivement, il faut s'organiser, puis en fonction de ce dont on parle, est-ce que c'est un four à pain, est-ce que c'est une cuisine collective, est-ce que c'est une mutualisation des récoltes, est-ce que c'est le transport, est-ce que, selon les enjeux, la réflexion biorégionale est plus ou moins grande. Elle est un peu accordéon, mais à un moment donné, ça s'arrête quelque part. Chez nous, je peux dire à peu près où ça s'arrêterait. Parce qu'à un moment donné, effectivement, on rentre dans les terres, puis là, plus loin, c'est l'anglophonie qui commence, puis il y a une réalité culturelle qui embarque aussi. Mais aussi qui s'adonne à être, et c'est peut-être pas par hasard dans l'histoire, dans une sorte d'espace qui est un peu une zone tampon, qui ouvre sur une autre réalité beaucoup plus rurale et forestière que la nôtre, qui est plutôt côtière. Bon, et ça, c'est biorégional. Bon, maintenant, je ne vais pas parler pour vous. Ici, c'est peut-être autre chose. Il y a une densité qui appelle d'autres défis, et puis peut-être penser à des villages qui sont plus ou moins abandonnés, et ainsi de suite. Je ne sais trop. Je ne sais pas. Mais il faut le penser. Puis l'idée, c'est qu'il n'y a pas un programme
de type prêt-à-porter là, qu'on peut appliquer partout. Ouais, toutes les biorégions seront singulières. Mais l'idée, c'est qu'on sait qu'on obéit à un principe, c'est-à-dire qu'on fait avec ce qui nous entoure et on se soigne mutuellement. Ouais, quel est le rapport éventuel à la violence dans un... Ben, justement, c'est pour ça que je n'aime pas que la biorégion soit abordée de manière utopique. Non, je trouve qu'il y a le premier théoricien de la biorégion sur un mode un peu dense, c'est Kirkpatrick Sale, là, qui a écrit ce fameux livre, L'art d'habiter la Terre, dans les années, je pense, 1980. Et il y a des pages lumineuses, il y a des pages un peu effrayantes, bon, notamment celles où on dit « Ah, on va être soumis à la puissance de la nature, puis comme les animaux, on va se battre, mais juste un petit peu pour le fun, pour savoir c'est qui est le meilleur, mais après ça va s'arrêter là, on s'entretuera quand même pas, parce que la nature va déteindre sur nous. » C'est délirant, c'est pas intéressant, quoi. Bon, et effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit capable de se donner, c'est peut-être le côté acadien d'adoption qui parle, là, mais une étoile. Une sorte de... Une l'étoile du pêcheur, là, au sens de l'orientation. C'est-à-dire qu'on se donne ou un phare, qu'on se donne un pôle intellectuel, un objet, un dessin, qui est quelque chose de structurant pour la communauté, pas seulement pour soi-même. Ça serait absurde de le faire simplement pour soi-même, c'est impossible dans les termes. Et que ce soit pour ça qu'on fasse le reste. Donc, que ce soit le critère. Ah, est-ce qu'il y a des matamores qui arrivent avec leur foreuse pour extraire quelque chose aux fins de marché étranger? Oui, on bloque. C'est compliqué. Ça peut être difficile. On négocie, on ruse, je ne sais trop, on sabote, je ne sais pas. Mais on sait pourquoi. Alors que les anti-ANA, XD, tout ça, ne savent pas pourquoi. Hein, le pas dans ma cour, ça ne peut pas être la cause. Ça ne me tente pas, on n'en veut pas. Il faut savoir pourquoi. Bon, et là, on a quelque chose de plus, qui est, au fond, le concept. Bon, ensuite, la vie est ce qu'elle est. Oui, il peut y avoir de la violence et il peut y avoir des formes de fascisme qui pullulent dans des moments comme ça. Et c'est pour ça que c'est important aussi aujourd'hui de penser la biorégion et la politique tout de suite avec des gens qui ne sont pas politiques, mais qui ont des forces, des atouts, des talents, des savoir-faire, et qu'on crée ces liens-là, des liens de gentillesse, d'ouverture, de clémence. C'est pas facile, hein? Ben, par rapport aux éléments de comparaison, disons simplement d'entrée de jeu que la décroissance à laquelle je pense comme nom de ce moment impératif est sans commune mesure avec la crise du verglas de 1998. Je veux dire, ce qui s'est passé en 1998 est homéopathique. Par comparaison, là. Parce que toutes les infrastructures restent, parce qu'il y a encore du pétrole, parce que, bon, moi, je crains qu'il y ait évidemment des problèmes d'inégalité sociale qui se posent, mais qui soient absolument rebrassés. Parce que le type qu'on regarde de haut aujourd'hui, parce qu'il est analphabète, mais qui est capable de réparer un moteur, puis qui est capable d'élever des poules, puis qui est capable de faire pousser des trucs dans sa cour, tout d'un coup, il va peut-être se découvrir un avantage que le petit bourgeois qui a perdu sa job et qui était complètement drogué à la grande consommation de masse n'est pas capable de... avec qui se montre en incapacité de rivalité. Donc là, il peut... Bon, et évidemment, moi je pense que plus on le pense, plus on le nomme, plus on l'envisage, plus on met les chances de son côté. Et il y a quelque chose dans ce que je vous dis là, en même temps, pour revenir à la question tout à l'heure, d'absolument désespéré, d'une certaine façon. Et c'est parce que la lucidité joue dans tout ça pour ne pas perdre pied dans les objets de substitution. Mais il s'agit de se demander si on ne peut pas quand même cultiver quelque chose comme le pari pascalien dans tout ça. C'est-à-dire se dire, mettons les chances de notre côté, puis voyons au bout du compte si ça nous aura servi. C'est seulement l'histoire qui nous répondra. Mais vos réserves sont tout à fait justes. C'est pour ça que c'est pas une utopie, quoi. Ouais, bon, comme on est dans des projections, c'est difficile de connaître dans quel contexte on sera, mais si on est dans une situation de déréliction, il n'y a plus de désobéissance.
les gens de Clover ont à peine désobéi à quelque chose parce que le mot d'ordre, c'était disparaissez. Enfin, c'était, je veux dire, n'existez plus, sauvez-vous, dissipez-vous. Donc, donc ça dépend évidemment. Il peut y avoir de la désobéissance civile si tout d'un coup on décide quand même de faire de la biorégion une région ressource du point de vue capitalistique et qu'on envoie des machines. Là, effectivement, oui, il y a quelque chose d'agonistique en jeu, c'est-à-dire de combatif, une résistance. La résistance. Ça pour le deuxième point rapidement. Et pour le premier mot, et Descola, c'est très intéressant, c'est même la base. Maintenant, le problème, c'est de savoir à quoi on résiste. Au-delà, oui, de l'éducation des enfants, très certainement, ils sont tout à fait prêts à entendre. Hein, et eux, ils comprennent c'est quoi un monde fini beaucoup plus que nous. Hein. Il y a un enfant, comme il dit, qui a un gâteau, il sait qu'il n'y en a pas 3,5. Ah, mais un économiste, lui, ne le sait pas. Alors, il faudrait envoyer les enfants dans les départements d'économie, donner des cours. Bon, donc, mais Ashley Dawson, par exemple, ou Fairfield Osborne, eux ne font pas remonter le clivage au moment de la création de la première machine à vapeur au 18e siècle en ce qui concerne le réchauffement climatique. Ils font remonter ça au moment même où les premiers humains ont quitté l'Afrique. Et dès lors qu'ils sont allés quelque part, ils ont saccagé, ils ont détruit. Et donc, d'un point de vue psychique, là, on a une conversion à faire qui concerne des millénaires de structuration. Parce que nous sommes une espèce qui est à la fois peureuse et violente. C'est tout un cocktail. Bon. Et donc, il y a beaucoup à faire en termes de réforme. Là, c'est plus, comme disait Spinoza, seulement une réforme de l'entendement, c'est une réforme de la psyché. C'est énorme ce qui nous attend si on veut tenir, sans dégénérer dans une sorte de barbarie dont on voit les signes avant-coureurs dans beaucoup de pays d'Occident, hélas. Et oui, un des éléments qui est intéressant en ce qui concerne la biorégion, c'est le travail qui a été fait en Californie par toute la bande de Raymond Dasman, Peter Berg et compagnie, là, notamment autour du théâtre. Et là, on avait un théâtre biorégional qui se faisait en Californie. Je ne dis pas que je le prescris et que j'y crois et que je pense qu'il faut passer par là, mais je parle juste d'une expérience qui était faite où on fait un théâtre biorégional où là, les gens qui s'y prêtaient travaillaient à incarner des animaux. Un coyote, une poule, bon. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était pas du tout débile, là. C'était pas une façon de dire « Ah, je me sens coyote, ah, je me sens poule ». C'était tout le contraire. C'est tout le contraire. Je me place dans la position du coyote pour comprendre ce qu'il vit, parce que je sais que je ne le connais pas. Et j'essaie simplement, en le jouant, parce que c'est du théâtre, on le sait que c'est du théâtre, on n'est pas dans un délire, là. On performe quelque chose dans un cadre structurel et convenu. Hein. On se dit, ah tiens, il voit cette hauteur-là. Ah tiens, il a cet appétit-là. Ah tiens, il a ces soucis-là. Et là, parce qu'on le performe un temps, ça peut durer 1 heure, et là, on le comprend mieux. Et là, on entre dans un rapport de sympathie. Alors, ou sans dire qu'il est un pareil, on peut comprendre qu'il a une intériorité, comme dirait Descola, au moins, puis qu'il a aussi des accointances, une sorte où on peut même se sentir un peu solidaire. Et c'est à partir de là qu'on peut être biorégional. C'est quand on comprend, mais viscéralement, des enjeux du genre. Et surtout pas quand on voit la Terre comme étant simplement un lieu à exploiter. Et ça inclut le tourisme. Parce que là, je ne sais plus qui disait ça, mais il n'y a rien de plus accablant que d'aller dans un lieu à la campagne et dire « Ah, le bruit des oiseaux, comme c'est joli. » Non, les oiseaux, quand ils vivent, quand ils crient, quand ils piaillent, quand ils vivent, ils se racontent des choses, et ils cherchent, c'est des stratégies, c'est des tactiques, c'est pas juste beau. Ils font pas ça pour nous, là. Bon, et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Ben, ce que j'entends dans votre question, à savoir qu'est-ce quel est le statut de la notion de force physique dans la perspective biorégionale, ben, ce serait 2 choses. D'abord,
si on est minimalement spinoziste, on se dit que nous ne sommes pas des êtres séparés les uns des autres, mais au contraire, nous nous affectons mutuellement, continuellement, et pas seulement les êtres humains, mais l'air qu'on respire, ce qu'on mange, ce qui nous environne, même les stimuli de tout genre. Nous sommes faits de l'extérieur. Il est très difficile, lorsqu'on a lu Spinoza, d'imaginer une frontière entre sa force et la force extérieure, et ainsi de suite. On apprend à se composer avec des forces qui ne sont pas nécessairement de son ressort, mais qui finissent par nous traverser, à tout le moins sans nous appartenir, lorsqu'on sait se composer avec elles. Bon, il y a tout cet élément-là des forces extérieures dont on ne sait plus si elles sont en nous ou hors de nous, et si elles nous traversent, dans quelle mesure elles nous appartiennent partiellement. Et d'autre part, oui, par contre, c'est une vraie question qui est formulée d'une manière justement créative, comme on peut l'encourager, dans la mesure où la perte de pétrole et la perte de minerais, qui sont des phénomènes empiriques, sont annonciatrices d'une perte d'esclaves, d'équivalents esclaves. Comme on parle de chevaux vapeur, on peut parler d'équivalent esclave. Là, j'invente rien, là, ça se fait par ailleurs. C'est-à-dire que nous, avec le pétrole, le gaz, l'électricité, ainsi de suite, on a des milliers d'esclaves virtuels à notre service. S'il fallait faire par des humains, c'est pour rouler à 120 km sur une route sans pétrole, là, puis on dit, donc, on fait ça à la force humaine, là, il en faut des esclaves pour nous pousser à cette vitesse-là, quoi. Bon, ça prend de la place aussi. Donc voilà, donc vous voyez, cette force-là, on la perdra. Et forcément qu'on rentrera dans des époques plus frugales, plus dures, mais plus gratifiantes aussi, plus significatives. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la surabondance honteuse, en même temps qu'on est dans des addictions de tout genre, qu'on fait des dépressions nerveuses, des burn-out. C'est quand même paradoxal, quoi. On se suicide. J'escompte, je dirais comme ça, une sorte de rééquilibrage entre ces deux pôles paradoxaux. Oui, comment faire dans un cadre où on est finalement devenu débile, quoi? Parce que vous l'avez dit de manière plus élégante, mais déjà, il y a des manuels. Je veux dire, il y a des manuels qui essaient de consigner des savoirs, il y en a. Et c'est étonnant de voir comment, le jour où on aura besoin de coudre, de tisser, de tricoter, on découvrira que, tiens, il y a une personne qui s'en est rappelée. Et ça pourra reprendre. Il y a des fils d'Ariane comme ça. Il y a des gens qui sauront comment on fait un poulailler, comment on fait une chambre froide, et des gens qui un peu intuitivement sauront retrouver. Il y a parfois il y a des savoirs qui supportent un saut générationnel. Donc moi j'ai confiance sur ce plan-là. Mais ça supposera un temps d'adaptation, c'est sûr. Mais du coup, on ne va pas crever la gueule ouverte. C'est rare qu'on se dit coudonc, je vais mourir. Bon, donc du coup, il y aura forcément d'une toute autre relation de travail. Et là-dessus, j'ai confiance. Moi, ce qui me fait plus peur, ce soit des enjeux plutôt de type guerre civile, tension fascistoïde, tout ça. Mais je vous rejoins tout de suite, et ça, je lève une équivoque. Je n'ai jamais pensé le mur en tant qu'on le frapperait simultanément. Précisément, mes exemples visent à montrer qu'on peut très bien, d'ailleurs, à un moment donné, j'ai espoir qu'à un moment donné, délibérément, des communautés passent au mode biorégional en voyant d'autres voisins frapper des murs. Puis en se disant, avant que ça nous arrive, on a peut-être intérêt à, au moins en tous les cas, se donner quelques anticorps, quoi, autonomistes. Quoi. Bon. J'ai une façon de poser la question des classes sociales, et c'est en prenant la question par le grand bout, qui est celle de la fameuse fin du capitalisme. Bon, la fin du capitalisme, il est intéressant de se la poser non pas par rapport au capitalisme, mais par rapport à celles et ceux qui peuvent être concernés par cette fin. Parce que cette fin-là non plus n'arrive pas en même temps. Le capitalisme m'intéresse du point de vue, si on parle de classe sociale, des bénéficiaires relatifs. On peut dire que la classe moyenne, dans son dégradé assez complexe, se définit par le fait d'être des bénéficiaires relatifs du capitalisme. On donne beaucoup au capitalisme, énormément. Notre force de travail, notre matière grise,
notre santé mentale, notre vie psychique, et même comme consommateur, on est encore sous son emprise, mais on peut dire qu'à travers tout ça, nous bénéficions du capitalisme, c'est-à-dire que nous avons accès à des bananes abordables, on peut mettre de l'essence dans une voiture, on peut porter du linge neuf, ainsi de suite, plus ou moins. Donc voilà, et la fin du capitalisme est intéressante non pas par rapport à lui, parce qu'à chaque fois qu'on dit ça, il dit « Ah, vous les marxistes, vous nous prédisez ça depuis 150 ans, plus vous le dites, plus on sait qu'il va tenir. » C'est que pour certaines catégories sociales, ben déjà à ce titre-là, le capitalisme n'a tout simplement jamais commencé. C'est-à-dire pour la majorité des gens sur Terre, le capitalisme, en tant que bénéficiaire relatif, n'a jamais commencé. Et le Congolais du Congo-Brazzaville, lui, c'est des coups des coups sur la tête, c'est des expropriations, c'est de la pollution, c'est de la corruption, c'est l'évitement fiscal, c'est de la violence, des guerres civiles. C'est ça, le capitalisme. Et ce n'est que ça. Jamais il va se dire, bon, je me suis pris 3 balles par la tête aujourd'hui, mais je vais m'asseoir au café et on va me servir. Jamais. Donc, ça n'a pas commencé. Nous, rien n'empêche que les 20-25% que nous sommes maintenant dans le monde de bénéficiaires relatifs, chutions parmi le prolétariat. Bon, et au fond, la classe moyenne, ce n'est que des prolétaires avec de l'argent. On ne maîtrise absolument pas les conditions de l'appareil de production en ce qui concerne les taux, les cours, les investissements, et ainsi de suite. Nestlé peut très bien avoir ici la même attitude qu'en Côte d'Ivoire. C'est s'y prendre. Il peut arriver à un moment où, comme ça, des pans entiers, des classes sociales entières basculent. Et oui, on est plus que jamais dans des inégalités, là, du coup, et qui peuvent être radicales. Parce qu'à Westmount, on va continuer à prendre des tequilas puis à manger du saumon frais, tandis qu'il se peut qu'ici, nous chutions dans une sorte de lecture pré-copernicienne du capitalisme, là, dans les abîmes. Bon, et que nous devions, à ce moment-là, nous débrouiller par nous-mêmes. Bon, et donc, à ce moment-là, oui, on est à plusieurs vitesses, et oui, on observe ce phénomène-là. Et ce que j'essaie de faire pour l'instant, mais avant-gardiste, si vous voulez, c'est de tenter, avec d'autres, c'est une contribution, d'outiller les prolétaires en devenir que nous sommes. Ouais, bon, il y a la question de l'espoir et la question de la biorégion comme apparaissant comme une sorte de confinement, là. J'insiste vraiment pour dire qu'il y a une dimension d'abord extensive à la biorégion, là, selon ce dont on parle, mais aussi effectivement des diplomaties interbio-régionales dont je parlais tout à l'heure, puis même des confédérations sur certains plans. Et cette idée que les frontières ne sont plus gardées de manière jalouse, mais il s'agit simplement de comprendre sur le plan écologique que non, on ne mangera pas des amandes de la Californie, puis des kiwis d'Israël, puis bon voilà, qu'à un moment donné, il faut que ça arrête tout ça. Et que pour que ça arrête, il faut apprendre à s'organiser là où nous sommes et à chérir ce territoire-là où nous sommes. Et ça, il faut être occidental pour ne pas le comprendre, parce que c'est une évidence pour toutes les sociétés du monde, sauf nous, parce qu'on s'est totalement dénaturé, si vous voulez, pour le dire comme ça, un peu facilement, brutalement. Et quant à l'espoir, moi, ça ne me dérange pas de ne pas en avoir, dans le sens où j'essaie de surmonter la dichotomie espoir-désespoir. Le problème, c'est que ce que j'essaie d'éviter, moi, c'est de dire que si on n'est pas l'un, on est l'autre. Et c'est le problème, ça me semble être la dualité. Se faire dire même, il faut espérer, c'est même de quoi rendre schizophrène, quoi. C'est comme dire, soyez spontané, là, c'est ce genre de phrase, quoi. C'est une injonction paradoxale, souvent espère. Bon, et donc, en fait, l'idée, c'est simplement d'être un petit peu à la Nietzsche, là, par-delà l'optimisme et le pessimisme. Dans le sens où il y a des moments dans l'histoire où on ne sait pas du tout si ce qu'on fait va marcher, mais on sait que c'est la chose à faire, donc on le fait. Voilà, sans plus. Bon, et ni moins, surtout. Monsieur Deneau, est-ce que vous auriez un mot de la fin? Une phrase, un message, un poème? Oui, quel serait pour vous ici, aux gens impliqués, intéressés, engagés, à mentionner pour le futur mur, on ne sait pas trop, à nous dire comme mot de la fin? Fin? Non, ce que je peux dire, c'est la barre est haute. Non, simplement, par rapport
au livre, souvent je dis que le succès d'un livre est l'œuvre de son lectorat et la pertinence d'un propos est l'œuvre des personnes qui écoutent. Et le mot de la fin, c'est le mot que chacun cultivera par-devers soi pour continuer au-delà de toute conclusion. Merci.